Bonjour. Excusez ma voix, elle est un peu faible. Hier, professeur Jafar nous a demandé de nous amuser, alors je me suis éclaté. Non, sérieusement. Professeur Aht, Dr. Seh, les organisateurs, je vous remercie de m'avoir associé à ce premier congrès. Lorsqu'on s'est parlé il y a 15 jours, je vous ai annoncé que j'allais me faire opérer. L'outil électrobiactique, t'inquiète pas, je serai là. Alhamdoulilah, tout s'est bien passé et je suis fier et honoré d'être parmi vous. Alors, on m'a demandé de parler des moyens diagnostiques disponibles au Maroc pour les infections virales émergentes et émergentes. Je ne vais pas parler de tout laboratoire parce que, alhamdoulilah, on a beaucoup de laboratoires, que ce soit dans le secteur public, privé, secteur militaire, qui ont beaucoup de compétences et de capacités. J'ai choisi le modèle de notre laboratoire pour faire cette présentation. Donc voilà, comme tout laboratoire de virologie clinique, on assure plusieurs activités. Une activité de base qui est le diagnostic, le diagnostic de base pour les virus qui sont d'intérêt clinique de routine, herpès, grippe, les virus, les virus qui sont de quotidien. On assure ça en utilisant des technologies de sérologie et de diagnostic moléculaire. On assure également, dans le cadre de notre activité santé publique, un système de surveillance virologique de la grippe depuis 2008 pour la région de Casablanca-Stade pour voir un peu ce qui circule comme souche et étudier l'adéquation et le matching par rapport aux souches vaccinales qui sont au Maroc. Activité santé publique toujours. On est le laboratoire référence nationale pour la rage humaine, le seul laboratoire qui effectue la confirmation des cas humains de rage au Maroc. Et on est également le laboratoire référence nationale avec d'autres laboratoires, bien sûr, pour tout ce qui est virus émergents et hautement pathogènes. Donc on travaille sur le diagnostic du virus des fièvres hémorragiques, Ebola, Marburg, Lassa, il y a toute une liste. Les vector-borne diseases, les virus respiratoires, bien sûr le MERS, la grippe aviaire, récemment le SARS-CoV et le plus récent, le monkeypox. On participe également avec le ministère de la Santé pour la formation des équipes d'intervention rapide sur le terrain. On a commencé avec Ebola, ensuite avec le SARS-2. Et on est point focal institutionnel pour le GOAR, qui est le Global Alert Network de l'OMS. Alors, les techniques en général qu'on utilise, sérologie, immunofluorescence. Le diagnostic virologique a beaucoup évolué ces dernières années parce que les techniques étaient au début essentielles comme la sérologie ILIEF sont devenues maintenant un peu désuètes. On les utilise de moins en moins, sauf dans quelques contextes particuliers. La culture cellulaire, c'est une technique qui est réservée à quelques laboratoires qui ont la compétence et le matériel nécessaire. Les PCR, que ce soit en monoplex ou bien en multiplex, sont devenus d'utilisation de routine, que ce soit en PCR dit multiplex manuel, ou bien en utilisant des point of care systems, des tests complètement automatiques, où il n'y a vraiment aucune intervention, sauf de mettre la cartouche, l'échantillon, de lancer la manip. Séquençage dernière génération. Et bien sûr, on dispose de laboratoires de niveau de sécurité 2 et de niveau de sécurité 3+. Comme tout laboratoire, on doit obéir à certaines normes de biosécurité et de biossûreté et de qualité. Donc, notre laboratoire, il est certifié IFBA, c'est une certification internationale de la fédération, c'est une fédération internationale de biosécurité. On est certifié pour tout ce qui est biorisk management, biorisk assessment et biossûreté, ou bien biosécurité en anglais. On est également certifié 3 membres de l'équipe pour le transport de matières infectieuses à l'étranger qui obéit à des règles IATA qui sont très strictes. Bien sûr, on est engagé dans une démarche qualité et on participe régulièrement, en moyenne une dizaine de contrôles qualité externes, que ce soit organisé par l'OMS ou bien par des organismes privés, et dans le financement est assuré par des projets de recherche auxquels on participe. Et on est en processus d'accréditation 1529. On a également un travail associatif. Donc, on est membre fondateur de l'association marocaine de lutte contre la rage, ainsi que de l'association MENA, Middle East and North African Influenza Stakeholders, dont le président est notre cher ami, professeur Salah, je pense qu'il n'est pas là, mais c'est notre président, et on fait un travail sur la grippe dans notre région, Nord-Afrique et Moyen-Orient. Alors, je vais quand même définir un peu les virus émergents et émergents. Les virus émergents, ce sont des virus qui sont de nouveaux agents pathogènes, ou bien leurs variants de virus existants qui apparaissent dans une population.
Le meilleur exemple, c'est le SARS-CoV, le premier SARS-CoV, le MERS-CoV, le SARS-CoV-2. Ce sont de nouveaux virus qui sont apparus. Ou bien les virus réémergents, ce sont des virus qui sont déjà connus et qui réapparaissent, comme le monkeypox, comme les virus de la grippe avec ses différents variants, chikungunya, dengue, etc. Donc le rôle du laboratoire il est très important pour la détection rapide, la surveillance et surtout la caractérisation de ces virus, qu'ils soient nouveaux ou anciens, afin d'adapter toute stratégie de réponse nationale ou internationale. Donc ça, c'est un timeline qui montre en fait les menaces auxquelles on a dû faire face durant le XXIe siècle, avec les différentes... pas de pointeur, je pense. Avec les différentes... Ah, là, sur les A, merci. Donc, les différentes épidémies, pandémies auxquelles on a dû faire face, ainsi que les différents mécanismes d'intervention de l'OMS, en commençant par Gavi, le LOA, le règlement sanitaire international, avec la première version de 2005, ensuite celle révisée, et l'acte accélérateur. Donc, on a commencé notre aventure dans ce domaine-là en 2003 par l'apparition de la première épidémie de SARS à Hong Kong, suivie par la grippe aviaire H5N1. On a dû faire face aussi en 2009 au H1N1, le MERS-CoV bien sûr, la grippe aviaire H7N9 et d'autres variants également, Ebola, Zika, fièvre jaune, Ebola, ensuite Covid-19 et monkeypox. Donc, on peut dire qu'on n'a pas chômé durant ces dernières vingtaines d'années. Donc, j'ouvre une petite parenthèse pour la situation du monkeypox. Bon, j'ai eu la chance que les orateurs d'hier m'ont facilité la tâche, donc ils ont un peu parlé de tous les virus, ils les ont décrits, donc j'ai dû changer ma présentation et alléger des diapositives. Ça, c'est le dernier rapport du directeur du CDC Africa qui montre, de la semaine 38, qui montre la situation avec plus de 34 000 cas notifiés et 866 morts, avec un nouveau pays qui est touché, donc il fait un total de 16 pays en Afrique qui sont touchés par l'épidémie. Un sujet important, c'est que 46% des personnes touchées sont des enfants inférieurs à 15 ans. Une autre information, c'est l'épidémie de Marburg au Rwanda. À la date du 2 octobre, il y a eu 36 cas confirmés avec 11 décès. Et le MERS-CoV également, le 5 septembre, le Kingdom of Arabie, le royaume de l'Arabie Saoudite a notifié l'OMS d'un cas humain de MERS-CoV. C'est un sujet mâle. L'âge était entre 50 et 55 ans. Aucune histoire de contact avec des chameaux ou bien de contact avec un travailleur ou un positif. Donc on ne sait pas d'où est-ce qu'il a pu choper le MERS-CoV. Bon, mais il a des facteurs, il est très âgé, il n'est pas âgé, mais il a des conditions de santé avec des antécédents. En 2024, il y a eu 5 cas déclarés par le Kingdom of Arabie Saoudite avec 4 morts. Donc le MERS-CoV, ça reste un virus qui est très mortel. Alors, pour revenir aux outils de diagnostic, comme je l'ai dit, les tests sérologiques, le principe, vous le connaissez tous, c'est la détection des anticorps et des antigènes spécifiques. Ça sert essentiellement pour la surveillance des populations. Le dernier exemple, c'est celui du SARS-CoV-2, où on a utilisé l'ELISA pour connaître un peu l'immunité collective suite à la vaccination. Mon ami Dr. Seyh a été chargé de cette mission à l'Institut Pasteur. L'ELISA pose aussi des problèmes d'interprétation, parce qu'il faut avoir les renseignements cliniques et parfois les cours de la cinétique des apparitions des anticorps varient selon le virus. Les tests rapides, c'est des tests qui peuvent servir dans certaines conditions, qui peuvent être utiles pour le diagnostic quand ils sont positifs. Ils présentent un problème de sensibilité qui varie selon les tests et selon les virus. Et bien sûr, on peut les utiliser pour certaines pathologies, mais moi, ce que je dis toujours, un test rapide positif, c'est bon, un test négatif, il faut pas en tenir compte. Ça, ce sont des tests rapides, de bons tests. À chaque fois que je voyage, j'emmène avec moi les tests rapides. Lorsque je suis parti à la Mecque en 2022, j'ai chopé le Covid, alors je n'ai pas chopé le Covid au Maroc. Mais dans les conditions de la Mecque, avec la température, j'ai dû enlever mon masque et malheureusement, je l'ai chopé. C'était le variant Omicron, donc ça s'est bien passé, alhamdoulilah. Et après un voyage en Tunisie, au retour, j'ai eu la grippe A. J'étais cloué au lit pendant plusieurs jours, chose qui ne m'est jamais arrivée auparavant, alors que je suis vacciné. Alors, deuxième technique de culture cellulaire,
Au début, c'était une technique qui était très importante parce qu'on arrivait à identifier les virus en les mettant en culture avec certains types de cellules. Bien sûr, il fallait choisir quel type de cellules qui peuvent permettre au virus de pousser. Donc on a une gamme de lignées cellulaires qu'on entretient au laboratoire et on l'utilise à chaque fois qu'on veut détecter un virus qui nous permettait de le faire cultiver. Maintenant, c'est devenu une technique qui est réservée à certains laboratoires qui ont la compétence, qui ont les infrastructures, que ce soit au niveau de sécurité 2 ou au niveau de sécurité 3, bien sûr qui ont un approvisionnement en azote liquide permanent, parce que s'il y a une rupture d'approvisionnement en azote liquide, on perd nos cellules. Et ça nous permet d'observer les effets cytopathiques. Ceci, c'est un effet cytopathique du virus de la grippe sur les cellules NDCK. Mais comme je l'ai dit maintenant, c'est surtout dans le cadre de la recherche ou bien pour tester la sensibilité à certains antiviraux. Bien, si on veut amplifier notre souche auquel qui est obtenue, garder une bonne biobanque de virus. Alors on va maintenant parler du gold standard actuel, ce sont les outils de diagnostic moléculaire et la PCR. Maintenant tout le monde connaît la PCR. Juste avant le Covid, il y avait peu de laboratoires qui faisaient la PCR en temps réel, je veux dire. Et heureusement, avec le Covid, ça s'est démocratisé. Maintenant, il y a plein de laboratoires, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, qui utilisent la PCR. C'est une très bonne chose pour les patients et pour la science. Donc, elle permet d'amplifier des séquences connues d'ADN ou d'ARN viral. Excusez-moi. Donc, elle permet une détection rapide des virus qu'on n'arrive pas à détecter par d'autres moyens. Il y a différentes étapes, l'extraction, ensuite l'amplification, les détections et l'analyse sur ordinateur. Donc au niveau de l'Institut Pasteur, on dispose d'une plateforme au niveau du laboratoire d'urologie avec différents systèmes de PCR sur lesquels on a validé différents protocoles selon le type de virus. Alors je ne vais pas m'attarder longtemps. La PCR a commencé par la PCR classique où il fallait faire l'amplification sur un thermocycleur, migration sur gel, ensuite regarder les bandes et voir est-ce que la bande attendue est c'est vraiment qui est attendue. Ensuite, il y a eu la PCR en temps réel qui a révolutionné le diagnostic par PCR. Nous avons commencé en 2004 en utilisant Light Cycler 2.0. Ça, c'est une machine que j'adore beaucoup. Maintenant, elle n'est plus fabriquée. Malheureusement, il fallait utiliser des capillaires en verre qui se cassaient. On l'a toujours au labo, il est toujours opérationnel, donc ça va rester comme une pièce de musée, mais c'était vraiment une belle machine. Ça, il a été remplacé par différentes machines. Donc, il y en a dû à chaque fois actualiser notre parc de thermocycleurs. Troisième génération de PCR, ce qu'on appelle la Digital PCR. Elle nous permet de partitionner l'échantillon en nanogouttelettes grâce à un emulsificateur. Et ça permet d'amplifier les molécules d'ADN dans des compartiments vraiment indépendants et détecter des charges très très infimes de virus. Donc avec une bonne sensibilité, une bonne précision, on peut avoir une quantification absolue sans avoir à passer par une courbe standard et ça nous permet de détecter des variants et des mutations rares et ponctuelles. Voilà un exemple de collaboration, donc ce qui s'est passé lors du Covid. Lorsque les premiers tests ont été disponibles le 12 janvier 2020, déjà il y a une mobilisation du réseau des instituts Pasteur et début février, notre laboratoire était déjà capable d'assurer le diagnostic. Donc, ce qui nous a permis de détecter les premiers cas de SARS-CoV au Maroc, c'était le 2 mars. Là, c'est juste un petit résumé du nombre d'échantillons qu'on recevait, de la masse de travail qu'on a dû faire. Il y avait des semaines où on recevait plus de 12 000 échantillons par semaine. Donc, heureusement, on a traversé toutes les vagues et maintenant, il n'y a que des cas sporadiques de temps en temps. On a dépassé les 436 000 échantillons testés. Et il nous arrivait la plupart du temps, on recevait des sachets de chaque région. Et ça, c'est juste ce qu'il y avait dans le réfrigérateur. Il y avait la file d'attente dans le couloir. Tout ça n'est possible que grâce à l'implication et à l'aide des collègues de l'Institut Pasteur. Parce qu'en dehors de l'équipe du laboratoire, beaucoup de personnes nous ont rejoints durant cette crise. Là, on a pris des photos qui, à chaque fois qu'on atteignait la barre 100 000, 200 000, on a pris des photos. On s'est arrêté à 300 000, je n'ai pas pris celle de 400 000, mais je tiens à les remercier pour ce qu'ils ont fait durant cette crise-là.
Alors, nous avons également pu détecter le premier cas au Maroc du monkeypox en 2022. La situation actuelle, c'est 5 cas en 2022 et 2 cas en 2024. Alors, deuxième outil de diagnostic moléculaire, c'est le séquençage. Que ce soit les séquençages en technique ancienne, sans gène, ou bien une nouvelle génération de séquençage, ce qui nous permet de détecter la séquence complète d'un génome et de faire de la phylogénie, identifier les mutations et ainsi que surveiller les différents variants. L'histoire de la technologie de séquençage a débuté en 1977. Durant les années 80, les laboratoires se sont équipés de séquenceurs Sanger, mais il y a eu une telle évolution, il y a un tel changement qu'il faut à chaque fois rester à jour et ne pas faire de mauvais choix. Je me rappelle qu'à l'époque, le professeur Zohel, on avait pratiquement opté pour l'achat d'un séquenceur, mais heureusement qu'on s'est bien renseigné et en fin de compte, on s'est rendu compte que cette génération n'allait pas tenir longtemps. On ne les a pas achetés. Donc maintenant, on est arrivé à la troisième génération. Comment ça se passe, le workflow pour le séquençage? Donc on reçoit l'échantillon, on fait de l'extraction, que ce soit pour l'ARN ou l'ADN. Ensuite, si c'est de l'ARN, on fait une transcription en cDNA avec des PCR multiplex. On fait une fragmentation de ces ADN afin d'obtenir des petits morceaux qui sont liés à des adaptateurs pour qu'ils puissent être séquencés sur les machines. Ensuite, il y a une analyse bioinformatique qui est derrière. Alors, au Maroc, il y a principalement deux offres dont on dispose. Il y a l'offre Illumina, qui est d'ailleurs le prédominant au niveau mondial. À l'Institut, on a le Minisec et le NextSeq 1000. Le choix de l'utilisation de l'un ou l'autre dépend de la longueur, de la profondeur, la longueur du fragment qu'on veut séquencer et de la profondeur qu'on veut obtenir. Ça, c'est le nombre de séquenceurs qui sont disponibles au Maroc avec la liste des institutions et organismes qui en disposent. J'espère que mon chiffre est à jour, mais à ma connaissance, il y a un peu plus de 20 séquenceurs au Maroc. Alors pour Illumina, à part la partie wet, qu'on appelle la partie humide du laboratoire, il y a la partie sec, ça veut dire tout ce qui est bioinformatique qui vient derrière. Illumina nous offre un package complet d'analyse bioinformatique moyennant un abonnement qui nous permet de faire des analyses bioinformatiques à partir des outputs des machines, ce qu'on appelle les fast cubes. On fait un alignement, ensuite on fait plusieurs étapes pour avoir une séquence consensus qu'on appelle FASTA, qu'on soumet aux bases de données. La deuxième technologie, c'est la technologie Oxford Nanopore. C'est une technologie que j'aime beaucoup. Elle est basée sur on dispose, vous voyez ici c'est la puce, ça c'est vraiment le cœur de la technologie. Sur cette partie, il y a des millions de nanopores, c'est des protéines, et le grain d'ADN il passe à travers le nanopore. Le passage, à chaque fois qu'il y a une base qui passe, il y a un changement électrique. Et ce changement électrique, il est traduit par un signal et interprété par le logiciel comme si c'est une base ACTG. Ça, c'est la photo de l'équipe séquençage. On était tout contents d'avoir réussi le premier séquençage. C'est comme si on était des enfants avec un jouet, un gadget qu'on a reçu. Mais c'est vraiment quelque chose de fantastique. Alors aussi, pour cette technologie nanopore, il y a beaucoup d'offres. Selon les moyens dont on dispose de ce qu'on veut faire, il y a celle où il n'y a qu'une seule flow cell, c'est le Minayen NK1C, c'est celui dont on dispose. Bien si on a plus grand débit, il y a celui de 5, celui de 24 et celui de 48. À l'Institut Pasteur, en dehors de notre laboratoire, il y a un centre de séquençage, une plateforme génomique de séquençage qui est à la disposition de tous les laboratoires de l'Institut qui veulent faire du séquençage NGS. Ils disposent de 3 séquenceurs, donc le NextSeq 2000, MySeq et le Minayen, ainsi qu'un séquenceur classique Sanger, et avec bien sûr une capacité de serveur de stockage, parce que ce genre de machine génère tellement de données qu'il faut avoir une bonne capacité de stockage. Bien sûr, ce centre a été désigné par Africa CDC comme centre d'excellence pour la Nord-Afrique, afin d'assurer le séquençage de souches venant de ces pays et d'assurer la formation de partenaires en provenance de ces pays. On a assuré la formation de personnes de la Libye et de la Mauritanie. Le CDC Africa a pour objectif d'améliorer les capacités de séquençage au niveau de l'Afrique
à travers différents investissements, différents bailleurs de fonds et de projets. Quand vous voyez le Maroc, il est assez doté en équipement et cette carte n'est pas vraiment à jour. Donc il y a le premier, c'est l'Afrique du Sud et nous on vient en second avec le Kenya. Donc sur le plan séquençage, on dispose d'assez d'infrastructures et d'équipements pour assurer le séquençage. Donc comme je l'ai dit, l'Institut Pasteur a été désigné comme centre d'excellence pour le séquençage par l'Africa CDC. De ce fait, ils nous fournissent du matériel et les réactifs pour assurer cette activité. À côté de nous, il y a l'Institut Pasteur de Dakar, l'INRB du Congo, l'Ouganda et la Tanzanie. Je crois que je vais faire vite parce que je suis en retard. Donc, ce qui nous a permis de détecter les différents variants qui sont apparus au cours de la crise. Tous les résultats sont déposés sur la base de données de J-CED. On a déposé plus de 1000 séquences, ce qui représente 39% de toutes les séquences marocaines déposées. Alors, bien sûr, sans bioinformatique, le séquençage, on ne peut rien faire et on dispose de plusieurs outils. Donc, à part le J-CED, la NextStrain, il y a toute une liste, je ne vais pas vous les lister toutes, mais on a dû vraiment assurer une formation et nous former pour pouvoir suivre l'évolution parce que ça change tellement. Le J-CED, c'est une Global Initiative of Sharing Influenza Data qui a commencé avec la grippe, ensuite qui a assuré également le SARS-CoV. Il nous permet de répondre à plusieurs questions. Est-ce que la séquence qu'on a obtenue est similaire à celles qui sont dans les bases de données? On peut voir de quelle origine elle vient en faisant des arbres phylogénétiques. Est-ce que les amorces qu'on utilise sont sensibles ou non? Et dans ce cas, il faut changer nos amorces pour les adapter aux nouveaux variants qui circulent. On peut voir également l'éclat qui circule selon le temps. Ça, c'est pour le Covid, les différents variants of concern ou bien les monitoring qui ont circulé avec le nombre de souches qui ont été séquencées. La même chose pour la grippe, on peut voir la situation par pays et quel type de grippe qui a circulé, H1, H3, Victoria, Lineage, Joya et Magenta. Un autre outil NextStrain qui nous fournit les mêmes outils, mais par virus. On peut avoir beaucoup d'informations pour le monkeypox, le SARS-CoV, l'ASA, la Yersinia, VRS, Ebola, etc. Ceci est conditionné par le partage des données de tous les pays. Si on ne dépose pas les données, ça ne marche pas. Donc là, c'est juste l'évolution du SARS-CoV avec les différents clades et la répartition géographique mondiale. Le détail des clades avec tous les variants et les clades qui sont issus de leur ancêtre. Là, on voit Omicron comment il est devenu très, très variable. Et la grippe H3, la même chose, donc je ne vais pas m'attarder. Le monkeypox, on voit que le clade 2, c'est le clade majoritaire, et bien sûr le clade 1B qui fait maintenant qui est devenu un peu le centre d'intérêt du monde, c'est individualisé. Alors, il faut adopter une approche intégrée dans le diagnostic. Bien sûr, on dispose de panels pour faire de la PCR multiplex. Donc que ce soit PCR ou bien par séquençage. Donc l'approche intégrée devant un syndrome, c'est devenu l'approche à adopter. Devant une méningite encéphalique, devant des signes respiratoires, des signes hémorragiques, et on peut regrouper tout ça ensemble et développer nos propres tests pour répondre au diagnostic. L'intelligence artificielle est très importante parce qu'elle permet aux machines de nous aider à interpréter. Il y a certains kits qu'on avait utilisés pour la détection des variants Covid. Et grâce à l'intelligence artificielle, elle nous faisait l'interprétation pour nous dire si c'est du alpha, du bêta, du delta ou de l'omicron. Bien sûr, il faut disposer d'infrastructures spécialisées et bien sûr équipements réactifs et niveau de sécurité. Sans la formation continue, on ne peut rien faire. Surtout maintenant dans la bioinformatique, au début on devait faire le codage, l'Unix et taper un certain nombre de codes. Maintenant, tout est facilité avec des logiciels. Et il faut bien sûr à chaque fois assurer la formation qui est faite par l'Institut en partenariat avec des partenaires nationaux et internationaux. L'importance de la surveillance et la détection précoce, bien sûr, l'importance du rôle du laboratoire en première ligne et la collaboration des laboratoires aussi est très importante. Ce fut l'exemple, surtout pour le Covid, Ebola, où l'appartenance à un système de collaboration nationale ou internationale aide beaucoup pour être très réactif.